Donc le sujet, ça va être la puissance de sa vibration dans l'ego. Donc indirectement, toute personne qui veut connaître la vie va être obligée de passer par là. Donc je vais commencer là-dessus, puis vous allez voir, l'information va descendre en général, puis ce que je vais véhiculer comme information, il va y avoir des exemples à travers ça, puis c'est pas seulement occulte, mais pour arracher de l'information à l'invisible, des fois ils sont un peu frileux, dans le sens que la vie, ça a pas été donné à l'homme, ça lui a été d'abord enlevé. Pourquoi? Parce que l'ego, c'était d'abord ce qu'on lui a on l'a fait dans un monde où l'ego devait permettre d'intégrer la matière avec force. Si l'ego avait pas eu cette force de pénétration-là, il n'aurait jamais été capable de vivre une vie matérielle aussi difficile. Parce que les corps subtils de l'homme sont trop sensibles. Puis la sensibilité de n'importe quel individu a été souvent occultifiée, dans le sens que c'est pas la première chose qu'on a voulu développer sur la planète Terre, sa sensibilité. On a voulu beaucoup plus développer l'aspect égoïque d'une conscience mentale qui était reliée au sentiment de puissance de l'ego. Donc la puissance de l'ego n'est pas la puissance de sa vibration dans l'ego. La puissance de l'ego, c'est ce que l'ego peut arracher au niveau de la matière en tant que constructeur. Donc, pour se protéger dans la matière, il s'est donné une maison, il s'est donné un auto. Puis on le voit très bien que l'inconscience de l'ego est en train de pousser l'homme à la faillite. Donc, au niveau de la pollution environnementale, c'est l'exemple le plus pressant qui doit être réglé. Indirectement, l'ego s'est toujours battu pour avoir de la puissance, pour démontrer cette puissance-là. Et les religions l'ont compris assez rapidement, ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont amplifié le mensonge de l'ego sur l'esprit. Et c'est pour ça qu'indirectement, l'ego s'est donné la raison d'être de la vie planétaire. Et c'est plate à dire, mais très rarement vous allez rencontrer des gens dont l'esprit est plus puissant que l'ego. Très rarement. Puis comment est-ce qu'une personne va découvrir la puissance de son esprit? Indirectement, il va être obligé de parler. Et s'il ne peut pas parler, il ne peut pas se donner une liberté de conscience d'agir. Parce que de l'ego, c'est du mouvement. Faut pas oublier. De l'ego, c'est du mouvement. OK? Il n'y a rien d'inerte dans l'ego. Certes, le mental devient inerte parce que l'ego devient trop puissant. Et indirectement, ceci va créer un genre de nuage. Puis on va avoir beaucoup les gens vont avoir la difficulté à identifier ce qui est intelligent. Donc, un exemple rapide, ce qui s'est passé à Montréal cette semaine. C'est évident que quelqu'un qui a le moindrement une sensibilité, il regrette que la victoire du Canadien de Montréal ait servi à des gangs de rue ou à des gens insensibles. Mais indirectement, peut-il se poser la question et savoir quelle est l'évidence simple derrière ce mouvement égoïque-là? Comment se fait-il que des jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans s'en prennent à des autos de police? Comment se fait-il que ces jeunes-là n'ont pas de valeur de vie? Certes, ils ont des valeurs, mais des valeurs de destruction, ce ne sont pas des valeurs de vie. Donc, est-ce que l'ego, indirectement, s'il ne connaît pas la vibration de l'esprit, est indirectement destructif? La réponse est oui. Et les forces de la lumière ont très bien compris le jeu, dans le sens que à la réincarnation de tout individu sur la planète Terre, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas donner à cet ego-là trop de force au niveau de l'esprit. Donc,
indirectement, au départ, l'ego devait tenter ses expériences par lui-même pour connaître éventuellement quel était le cadre dans lequel il pouvait fonctionner. Dans le sens que si un ego si vous pouvez facilement avoir un ego qui peut bien parler, vous avez Bill Clinton qui parle bien, vous avez indirectement dans les femmes qui parlent bien, Pauline Marois, c'est évident qu'elle parle bien. Mais derrière cette front page-là qui est l'ego, il y a toujours après ça une histoire à raconter. Puis pour Pauline Marois, cette histoire à raconter-là la suit toujours. C'est son enfance. Indirectement, elle a été pauvre, puis indirectement, elle a voulu se payer un château. Les gens vont toujours y reprocher ça. Donc, elle n'est pas capable de faire ce que nous autres, ou ce que les gens conscients qui vont entrer dans la conscience vont être appelés à faire. C'est-à-dire d'entrer puissamment dans la naissance de l'esprit pour que naisse la mort de l'ego. Parce que la mort de l'ego est essentielle à la dimension cosmique de l'homme. C'est comme si vous allez voir que toutes vos expériences de vie que vous vivez, indirectement, quand il y a de la souffrance, c'est l'ego qui souffre. L'esprit ne souffre pas. Mais là, vous allez vous demander, est-ce que la lumière, ceux qui ont créé l'homme, sont si majostiches que ça, d'avoir créé un ego qui fait tout le temps les mêmes erreurs ou qui accomplit les mêmes comportements? Et la réponse à ceci est simple. C'est que le mémoriel de l'ego, de toutes vos vies passées, sert contre vous, est utilisé contre vous, pour indirectement vous amener à la souffrance de l'ego. C'est comme si la programmation karmique de l'individu doit l'amener au suicide de son ego. C'est-à-dire que tu vas vivre des expériences pour que, indirectement, que l'ego meure toujours un petit peu. Mais indirectement, ça prend beaucoup d'esprit pour que l'ego meure. Puis les autres, les forces de la lumière, sont conscients de ça. Plus une personne est appelée à souffrir indirectement, puis on parle pas de souffrance égoïque, là. On parle de souffrance psychique. Quelle serait la différence entre la souffrance de l'ego? La souffrance de l'ego, ce serait tu perds ta job. OK? Quelqu'un qui perd sa job. Ça va être la souffrance de l'ego. Il va dire, j'ai plus de job, je peux plus rien faire de ma vie. OK? Ou quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'important qui va dire, j'ai rencontré telle personne, maintenant je peux mourir. Parce que j'ai rencontré ce que je voulais rencontrer. Ça, c'est vraiment la puissance de l'ego. Puis ça, c'est vraiment une souffrance égoïque, à son stade le plus simple, le plus animal. Mais la souffrance psychique, regardez comment elle est bâtie. Elle est bâtie sur la puissance de votre vibration en devenir. Mais ça, vous le savez pas. Quand on souffre indirectement d'une certaine situation de vie, puis ça se présente régulièrement, cette situation de vie, il y a un cumulatif à un moment donné, il y a un summum, il y a un apex d'énergie où tu peux plus vivre cette chose-là. Là, tu vas t'asseoir puis tu vas dire, il faut que j'agisse. Donc, vous voyez, l'ego est toujours en mouvement, mais c'est l'esprit qui, derrière, enclenche le mouvement, parce que la souffrance a été à son apex. À son apex, ça veut dire qu'elle était à son maximum. Par exemple, votre mari vous quitte. Pour la première fois. Puis ils disent la première fois parce qu'ils veulent mettre en relief le fait que c'est une nouveauté. Quand l'ego n'est pas averti d'une nouveauté, bien souvent, il peut agir. Dans le sens qu'il ne connaît pas la souffrance à venir. C'est seulement 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard que la femme va commencer à souffrir du mari qui quitte. Au départ, indirectement, elle pressentait déjà cette énergie-là. Mais c'est les 3-4 mois à venir qui vont être déterminants lorsqu'elle va apprendre qu'il s'est déjà fait une nouvelle compagne dans sa vie. C'est à ce moment donné-là que la souffrance psychique embarque. Parce qu'indirectement, c'est un affront à sa sensibilité. Puis, elle, indirectement, si elle grandit dans ça, ça, c'est dur à expliquer, une femme, mais ça se fait. Avec le temps, les femmes cheminent rapidement parce qu'ils sont beaucoup plus près de le psyché, nécessairement, parce que bien souvent, ils souffrent parce qu'ils sont beaucoup plus près de la sensibilité de qu'est-ce que c'est une incarnation matérielle pour une femme. Pour une femme, vivre le départ de son conjoint, c'est nécessairement la plus grande souffrance psychique qu'elle peut connaître.
Une femme qui perd son travail, ça va. Elle peut retomber sur ses pattes. C'est l'équivalence pour un homme. Un homme qui perd son travail ne peut pas retomber sur ses pattes, souvent. Il va suivre. Parce que le karma de l'homme est relié au travail et le karma de la femme est relié à l'amour, indirectement. Donc, si on poursuit, là, la femme apprend que son conjoint s'est déjà fait une nouvelle blonde. Puis cette nouvelle blonde-là, indirectement, lui permet à cet homme-là de s'équilibrer rapidement parce que, de toute façon, s'il l'avait pas eu, il serait totalement en déséquilibre. Il serait totalement poussé rapido expresso, peut-être aux portes du suicide. OK? Parce que l'homme est dépourvu, bien souvent, de la capacité de se voir en tant qu'égo agir. Mais son besoin n'est pas noble, est noble pour autant dans le sens qu'il peut lui permettre tout simplement de reformater sa vie. Est-ce qu'il va être présent à sa vie? Ça veut pas dire que il va être présent à sa vie. Puis ça, c'est pas l'affaire de la femme. L'affaire de la femme, ça va être de regarder, elle, indirectement, qu'est-ce qu'elle vit à travers ça. Parce que, indirectement, l'expérience lui revient. OK? L'expérience lui revient. Qu'est-ce qui revient à l'homme? Ça va être surtout dans son travail qui va devoir être qui va être confronté en tant qu'égo. C'est là qu'on va voir la puissance, indirectement, de sa vibration dans l'ego. Qu'est-ce que c'est la puissance de sa vibration dans l'ego? C'est systématiquement la science de la lumière dans son esprit qui s'accomplit. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'homme et la femme, lorsque la science de la lumière s'accomplit en l'esprit, ils redeviennent devant la vie de grands éducateurs de la vie, dans le sens qu'ils vont s'éduquer eux-mêmes de qu'est-ce qui se passe. Ils n'auront pas besoin d'aller voir de psychologue pour demander au psychologue qu'est-ce que je vis. Ils vont avoir les réponses instantanées à leurs questions, dans le sens que il n'y a rien qui est fait selon un hasard de vie. Le hasard de vie n'existe pas. Vous avez une programmation qui est très définie. Très définie. Et c'est une programmation karmique. Chaque individu a ça. Est-ce qu'on a conscience de ça à la naissance? C'est sûr qu'on n'a pas conscience de ça. À quel moment l'homme prend, ou la femme prend-elle conscience de sa programmation karmique? Lorsque la vie qu'elle vit ne fait pas son affaire. À un moment donné, on vit tout quelque chose dans notre vie, puis ça fait pas notre affaire. Puis on veut changer, on veut agir sur cela, parce que faut pas oublier, l'ego c'est un moteur, c'est une chaîne d'événements. Il va provoquer des événements, mais indirectement, s'il provoque pas des événements intelligents, il va seulement s'enfoncer. Okay? C'est pour ça qu'un alcoolique indirectement doit vivre la souffrance ultime avant de pouvoir changer sa vie. Okay? Est-ce que l'alcoolique peut développer le lien avec l'esprit? Tout est possible. Pour eux autres, tout est possible. Tout est utilisé. Celui qui perd une jambe peut être utilisé pour vivre le contact de l'esprit un jour. Okay? Donc, indirectement, si vous avez perdu votre conjoint ou si vous avez perdu votre conjointe, vous devriez automatiquement le regarder sur le point de vue de la puissance, de la mise en puissance de sa vibration dans l'ego. Comment on voit ça? On voit ça, il faut d'abord que l'ego sache qu'il souffre. Il faut d'abord que l'esprit se donne un temps de réalisation. C'est-à-dire que toute souffrance doit être étudiée. On peut pas dire je souffre-tu beaucoup, je souffre-tu un petit peu. Indirectement, l'individu il va être remis en contact avec une mémoire précise. Et cette mémoire précise-là, c'est de la programmation. Et c'est ça qui doit être élevé en vibration. C'est ça qui doit être changé pour que le cycle de vie dans lequel nous vivons change aussi. Parce qu'indirectement, il y a toujours les mêmes mémoires qui tournent autour de l'ego. Toujours les mêmes mémoires. Et ça, c'est soufflé par l'entité maîtresse. Bon, qui est l'entité maîtresse? Ça serait une bonne question, hein? L'entité maîtresse, c'est l'entité qui s'est jumelée à votre conscience
dans votre incarnation matérielle, par défaut, parce que le double n'était pas là. Le double, c'est la contrepartie de la lumière. Tu sais, Adam et Ève qui mangent la pomme, puis etc. Puis là, il disait qu'il avait coupé le lien de contact avec la lumière. Dans le fond, quand Adam mange la pomme, dans le fond, il dit, moi, je me coupe de vous autres, je veux vivre ma vie. Donc, je veux me développer en tant qu'égaux, puis la lumière, j'en ai rien à foutre. Dans ce sens-là. Aujourd'hui, on dit la même chose. La lumière, indirectement, il faut que ça soit rappelé à l'ordre. Mais ça peut pas être fait dans la puissance de l'ego. Ça peut seulement être fait dans la puissance de l'esprit. Puis la puissance de l'esprit, c'est indirectement la contrepartie du double cosmique. Le double cosmique, c'est une entité de lumière qui a été programmée, qui a été jumelée à la conscience de l'homme pour que il y a toujours une petite lumière qui brille là. Vous voyez, vous prenez quelqu'un sur la rue, si vous avez déjà fait l'expérience de parler à quelqu'un qui se parle tout seul, vous allez voir que vous pouvez le connecter un petit peu. Peut-être 3-4 questions, vous lui posez 3-4 questions, puis vous pouvez le connecter à sa vie, même s'il est perdu. Ça ne durera pas longtemps, mais il peut se reconnecter à sa vie. C'est ce qui l'empêche de se suicider. Parce que la petite lumière, le double cosmique et la contrepartie qui surveille que l'homme... Sinon, on se serait tous suicidés. Pourquoi? Parce que la vie matérielle ne correspond en aucun temps au corps matériel de l'homme. Puis les forces de la lumière le savent très bien, ça. Donc, pourquoi qu'ils ont donné un corps matériel si dense? Pour lui donner l'impression que c'est lui qui mène. C'est pour ça que vous regardez aujourd'hui la puissance de l'ego, avec quelle densité il se matérialise dans la matière. Regardez le phénomène du tatouage. Plus tu es tatoué, plus la puissance de ta vibration diminue. Parce que tu te densifies, tu donnes la densification dans ton corps. Est-ce que celui qui est tatoué peut renverser la polarité? Oui, le jour qu'il est conscient. Mais pensez-vous qu'ils sont conscients, les gens dans la rue? Ils sont jamais conscients de ça. Puis le piercing, c'est un peu la même chose. La sexualité, c'est la même chose. La sexualité, si vous remarquez, c'est la densification du bas du corps, le bas du corps, et non le haut du corps. Donc, indirectement, toute la puissance de l'ego s'exprime à la forme exponentielle aujourd'hui. Et pour renverser ça, qu'est-ce que ça va prendre? Ça va prendre un grand choc évolutif pour la planète Terre. Et les grands chocs évolutifs ne sont jamais arrivés à la planète Terre. Il s'est rien passé sur la planète Terre. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une parenthèse dans ce qui va se passer. Le 11 septembre, c'est une plus grande mesure de la force de la noirceur dans un contexte rapide. Et c'est ça qui va se passer. Ça va être un contexte rapide, et non un contexte lent et long. Ça va être un contexte rapide, où la puissance de l'ego va être vraiment, vraiment hypothéquée. Et pour cause, car c'est l'essence même de cette grande artificialité dans le monde. C'est un monde artificiel dans lequel nous vivons. Et la beauté a été dénaturée. Pourquoi? Parce que l'ego n'a jamais su qu'il souffrait. Et n'a jamais su quels étaient les avantages de la noirceur sur sa conscience. Et un des avantages, c'est par exemple la densification de ses corps. Aussitôt que la personne... remarquez, aussitôt que vous n'êtes pas intelligent dans votre vie, vous devenez lourd. Il y a une densification de vos corps. Puis il y a plus de morosité dans votre vie. Il y a moins de voyance, il y a moins de perception vibratoire. Parce que la perception vibratoire, c'est indirectement lié à la capacité de l'homme et de la femme de se dissocier de la noirceur. Et le combat de l'homme, c'est indirectement d'abord de naître en esprit et non de naître en ego. Donc la puissance de sa vibration
revient à dire que l'homme est seul pour connaître ceci. Il ne peut pas aller à nulle part pour connaître ceci. Il va être seul pour connaître la puissance de sa vibration. Car c'est la plus grande science qui a été développée sur la planète Terre. La science de sa vibration. C'est l'apex de l'intelligence dans l'homme. Et ce qu'il dira demain fera que la terre tremblera. Et le paradis se réalisera un jour. Mais ce paradis terrestre ne sera jamais possible dans la puissance de l'ego. Par contre, la puissance de sa vibration ou la puissance de l'esprit dans l'ego est fondamentalement nécessaire. Dans le sens que seul l'ego peut se manifester dans la matière. L'esprit, c'est le vecteur intelligent qui est la vibration, mais c'est l'ego qui agit. C'est l'ego, le mouvement. Hein? C'est l'ego qui fait qu'il ouvre une porte. L'esprit, elle ouvre pas grand porte. À part qu'elle te dit si la porte va te péter d'en face. Mais indirectement, c'est ça qui se produit. Donc, pourquoi que l'homme doit-il regarder la puissance de sa vibration pour indirectement être capable d'identifier à quel endroit il est égoïque dans sa vie? À quel endroit il est égoïque dans sa vie? Parce que si vous adressez la vie selon le fait que vous êtes puissant dans la matière, vous ne l'êtes pas. Mais si vous adressez la vie dans le sens que vous êtes scient de qu'est-ce que c'est la matière, vous êtes dans la puissance de votre vibration. Donc, qu'est-ce que c'est être scient de ce que c'est la matière? C'est savoir qu'il y a toujours des portes astrales qui veulent vous pénétrer. Il y a toujours indirectement quelque chose dans la vie qui va vouloir vous faire chier d'une journée. Puis ça, il y en a. Hein? On peut faire la liste là, dans une journée. Donc, indirectement, ça amène l'homme à se protéger tout le temps. Tu sais, avant que, tu sais, des fois, tu te dis, il me semble que ça va trop bien. C'est déjà mieux que de dire, ça va bien, tout est beau. OK? Donc, indirectement, c'est pas de devenir paranoïaque puis de dire, ça va bien, puis non. C'est de voir que, effectivement, tu regardes la vie puis tu dis, les policiers auraient peut-être dû savoir, indirectement, que tout était écrit dans le ciel, qu'il allait y avoir de la casse lundi soir. Ils ont jamais vu ça venir. Mais d'où sont-ils, ces gens-là? Puis, ça se résume à une chose, à la naïveté. À de la naïveté. Et est-ce qu'ils ont la puissance de leur vibration? Non. Ils se sont fait jouer sur la puissance de leur vibration. Alors que hier, ils étaient armés pour la guerre. Il y a eu une grosse différence. Ils étaient armés pour la guerre. Mais savez-vous comment que l'astral achète ou la noirceur, appelez ça comme vous voulez, comment elle va faire pour séduire l'ego? Elle va lui montrer quelque chose qui semble beau. Et si lui ne peut pas, indirectement, s'asseoir et dire « Quelle sera l'évolution de l'homme à travers cette beauté? » Et s'il n'a pas réponse à cette question, ça veut dire indirectement que ce n'est pas de la beauté. Je m'assois et je me pose « Quelle sera l'évolution de l'homme à travers ce tatou? » Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a seulement une densification du corps matériel. Il y a une image qui est véhiculée. Les gens vont m'apostropher selon des regards, puis ils vont avoir toutes les têtes, dépendant de ce qui rentre dans leur tête. S'il y en a qui n'aime pas vraiment les tatous, il va se faire astraliser davantage, puis etc., etc. Tout est joué contre l'homme. Alors qu'un tatou devrait nécessairement dire à l'individu, il y avait une sensibilité recherchée qui a été perdue. C'est bien dit, hein? Il y avait une sensibilité recherchée qui a été perdue. Et ce tatou-là, c'est l'expression de cette sensibilité-là perdue, qui a été récupérée par qui? Indirectement par des forces occultes, puissantes, qui ne dévoileront jamais leur jeu. Et pour cause. Ils tiennent à ce monde. La planète Terre, c'est autant leur habitat que celui de la lumière.
Et ils n'abandonneront pas ce royaume des morts qu'ils aiment tant. C'est puissant, la noirceur. Et les anges et les archanges trembleront lorsque l'homme se mettra à parler. Parce que, indirectement, ils sont des propulseurs de cette dimension ésotérique de la Terre qui bloque la conscience des hommes et des femmes qui veulent savoir la vie. Donc, la puissance de sa vibration, c'est la capacité de définir la noirceur sur le tas, dans tous ses revers. Et lorsque cela est fait, il n'y a plus d'épreuve pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est dans le devenir de la conscience universelle de la Terre qui se construit, selon pas la lumière, mais selon la grandeur de sa vibration et selon la nomenclature de sa parole, à éduquer ceux qu'il rencontre et à parler la vie selon un vocabulaire qui se comprend et non qui est transformé dans un langage qui appartient à un petit groupe d'intellectuels ou à un petit groupe de philosophes. Mais il se comprend parce que l'homme, dans sa parole, va avoir accès lui-même à la puissance de sa vibration. Si l'homme se pose la question, quelle est la puissance de sa vibration? Il doit dire, d'abord, elle est grande, et ensuite, il doit répondre, comment se manifeste-t-elle? Il y a des individus que la puissance de cette vibration-là, je vous donne des exemples. Prenez Mozart, prenez Beethoven, prenez des musiciens contemporains d'aujourd'hui. Et s'ils ont bien vieilli, ces musiciens-là, si vous les regardez, puis vous trouvez qu'ils ont bien vieilli, puis qu'ils ne baignent pas dans la drogue, évidemment, vous pouvez voir que la science de leur vibration, c'est l'art de l'esprit dans la matière qui se manifeste. C'est une puissance artistique incroyable. Mark Knopfler, qui est de Dire Straits, c'est un album incroyable qu'il a fait. Parce qu'au niveau de la qualité des sons, puis vous n'avez pas besoin de connaître la musique trop, mais juste utiliser que ceux qui connaissent les sons au niveau de la musique vont vous dire que cet individu-là, c'est un incontournable au niveau de la qualité de la production d'un album. C'est du Mozart en 2008. Et qu'est-ce qui fait que la musique d'aujourd'hui peut permettre encore à l'homme une certaine beauté? C'est qu'elle ne dénude pas de beauté, mais elle lui permet d'accéder à sa sensibilité en écoutant cette musique-là, en élevant sa vibration. C'est pour ça que souvent l'homme pleure ou la femme pleure quand elle est mise en contact avec une sensibilité qui éveille sa vibration, parce qu'indirectement, ça l'amène dans le transfert d'énergie de cette personne-là qu'elle ne connaît pas. Il y a un transfert d'énergie qui se fait. Il y a une reconnaissance au niveau des éthers, de l'énergie, de la puissance, de la vibration, du soleil, d'une conscience qui se manifeste sur la Terre, qui est reconnue et qui prend contact. Et c'est le point de contact qui fait pleurer l'homme, parce que le point de contact, c'est l'amour de l'individu pour un autre individu. C'est ça la science de l'esprit. Donc, indirectement, tu peux pas vivre ça en tant qu'égo. En tant qu'égo, tu vas écouter des chansons, puis ça va parler de paix, puis tu vas pleurer, puis tu vas trouver ça beau. Que ça parle de paix. Mais c'est un mensonge à la faillite. Car la paix n'existe pas. La paix n'existera jamais. Seule la paix de l'esprit intérieur de les individus va exister. Et après ça, on va pouvoir parler de paix. Mais il faut que ce noyau-là soit plus grand que qu'est-ce que les chanteurs chantent. OK? Puis qu'est-ce que tout le monde fait? Vous prenez la crise alimentaire présentement. Si un individu n'est pas capable d'identifier pour lui-même que ceci est encore une fois un déséquilibre qui est mis dans la face du consommateur nord-américain ou européen, il y a un problème. Il va vivre une grande souffrance s'il n'est pas capable d'adresser ça correctement. Il va se mettre à déséquilibrer sa vie sans vouloir se culpabiliser, d'avoir de la honte, alors qu'il ne devrait pas avoir de la honte. Il devrait plutôt regarder l'incapacité des gouvernements d'agir, parce qu'il y a des forces plus noires que les gouvernements qui agissent sur ces gouvernements-là. Donc,
indirectement, si les gouvernements ne peuvent pas agir, il faut que la lumière agisse. Et ils vont agir. Ils vont agir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette incapacité de voir que cette planète-ci est évolutive. Et elle est évolutive. D'ailleurs, avec l'ère du Verseau, elle est rentrée dans son mouvement évolutif. Ceux qui ont connu Bernard de Montréal, c'était l'annonce du virage de cette planète-là expérimentale vers une planète Soleil qui sera vécue dans 2000 ans. Par contre, le passage, qui est l'âge du Verseau, à la puissance du surhomme ou à la puissance de l'esprit dans l'homme, va se faire sur 2000 ans. Donc, on est dans la 6e race racine. La 5e race racine est morte, mais elle se vit sur la Terre. La 5e race racine est reliée à tout l'ensemble des religions qui ont éduqué l'homme d'une puissance égoïque qui ne revenait pas, mais qui leur était surimposée par le besoin de croire que quelqu'un possédait la vérité. Moi, je l'ai pas, mais au moins égoïquement, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a. Et ça suffit. Et un jour, les Québécois se sont révoltés, puis ils ont sorti les calices puis les tabarnak, puis la religion a sauté. Sans le calice puis le tabarnak, qui est une violence d'une force incommensurable pour confronter tous les anges, tous les archanges qui soutiennent les religions, indirectement, le sac, c'est une puissance vibratoire, c'est un transporteur d'énergie qui permet à l'homme de se définir. Quelqu'un qui ne peut pas sacrer, il est handicapé. Handicapé mentalement. Quelqu'un qui ne peut pas sacrer est handicapé mentalement. Parce qu'il se donne pas la puissance d'être un jour révolutionnaire envers ceux qui l'ont dominé depuis des millénaires. OK? Qui est-ce qui domine l'homme? L'entité maîtresse. Parce qu'elle, faut pas oublier, elle bombarde votre psyché de mémoire existentielle, de mémoire narcissique ou de mémoire tout simplement négative. Appelez ça comme vous voulez, ça revient tout à la même chose. Parce que elle, sa job, c'est de faire remonter en surface les impuissances de l'ego. Mais elle ne sait pas ce qu'elle fait remonter les impuissances de l'ego. Elle est seulement intéressée à bombarder l'ego de ce qu'elle veut. Parce que vous êtes son gagne-pain. Indirectement, vous avez une énergie. Puis elle, quand elle vous fait réfléchir à travers la pensée, tu sais, le corridor de la pensée, elle bombarde le corridor de la pensée. Puis la pensée, quand elle est pénétrée, va diminuer, puis elle va être changée. Qui veut dire moins de lumière pour vous autres. Et indirectement, elle va dire, supposons, va donc au centre-ville participer à l'événement du Canadien de Montréal, dans la Victoire, sur la rue Sainte-Catherine. Et là, tu pars avec ton auto, puis la chère madame en Volvo qui s'est fait brasser sur la rue Sainte-Catherine, mais c'est exactement ça qui est arrivé. Elle a eu la chienne de sa vie, elle a rien compris de qu'est-ce qui s'est passé, mais elle a eu la chienne de sa vie. Fait que c'est 1-0 pour l'entité maîtresse. Dans le sens que, elle, indirectement, si on ne lui explique pas son expérience, elle ne pourra jamais grandir de qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est comme la femme qui un jour, que l'homme la quitte. Il faut qu'elle comprenne son expérience. Il le faut absolument. Comprendre, est-ce que ça veut dire analyser? Non. Comprendre, ça veut dire saisir. Comprendre, ça veut dire étudier. Lui, qu'est-ce qu'il fait qui est attiré vers une femme plus jeune? Est-ce que c'est moi qui est moins belle? Et la femme doit se poser cette question-là. Parce que pour l'homme, c'est plate à dire, mais si la femme est plus belle à ses yeux, il va aller ailleurs. Est-ce que ça dépend de sa femme? C'est oui et non. Regardez. Donc, la femme, si elle se sent moins belle, indirectement, elle ne s'égaye pas elle-même de qu'est-ce qu'elle peut devenir. Donc, si elle se sent moins belle, indirectement, l'homme, lui, n'est pas capable de saisir, s'il est vraiment inconscient, qu'elle se sent moins belle. Parce que s'il est conscient,
il va toujours vouloir protéger votre psyché. Dans le sens que le compliment va toujours être très, très précis. Dans le sens que, j'aime tes boucles d'oreilles. Puis la beauté d'une femme, c'est pas nécessairement, être shapée puis tout ça. C'est une dimension de sa vie qu'elle peut apporter qui est comme renouvelable tous les jours. c'est pas du recyclage, là. c'est renouvelable. Comme si elle peut se renouveler à chaque fois. Puis est-ce qu'elle le fait pour l'homme, ce renouvellement-là? La réponse, c'est oui. OK? Mais elle le fait d'abord pour elle-même. Mais sa générosité, par extension, c'est la vie à deux. C'est pas la vie tout seul pour une femme. Donc, indirectement, ça va être dans la composition des éthers qu'elle a avec son mari. Puis l'homme, quand il est un con, il veut pas nécessairement ça, toute cette composition-là. Puis si lui, il quitte une femme, parce qu'indirectement, c'est la forme qui le fait vibrer, la femme, elle va se dire, « Ouais, je me suis toujours renouvelé. » Puis son karma est fini là. Ça, c'est dur à faire, par contre. Mais une femme qui est capable de se revirer sur un 25 cents puis dire « Bon, il m'a quitté pour une pitoune. » On va l'appeler une pitoune parce que c'est plus drôle, là. Je vais pas dire que c'est drôle quand même, si vous le vivez, là. Mais il m'a quitté pour une pitoune. Puis le mot pitoune, il peut être correct pour la femme. Parce que si elle est capable de dire il m'a quitté pour une pitoune, mais pourtant, je me suis renouvelé, je suis encore belle. Mais si par contre, si elle dit, il m'a quitté pour une pitoune, puis il me trouve plus belle. Puis la même chose. Voyez-vous la différence? Elle ramène l'énergie à elle-même, elle est victime de son karma, elle se dépose au pied de l'arbre, puis elle attend seulement de mettre la tête sur le bûcher pour que l'homme passe, puis il coupe la tête, pour qu'elle souffre au maximum. Fait que là, il va passer avec sa pitoune, puis elle va vivre tout son karma, l'ébullition, il va dire. Puis là, elle verra pas que c'est tout arrangé par en haut. C'est toujours arrangé par en haut. Tout ce qui nous arrive est arrangé par en haut. Tout ce que vous arrive est arrangé. Tout. À la fraction de seconde. La puissance des forces de la lumière de créer des chocs. Comment ils peuvent créer des chocs dans une journée? Dans une journée, dépendant de la vibration de l'ego. Ils peuvent en créer une vingtaine de petits chocs. Puis à un moment donné, il va y avoir un gros... Là, la ballonne va péter. OK? Comment ils créent les petits chocs? À travers la pensée réfléchie. Vous vous êtes réfléchi 20 fois dans une journée. Pow! Là, l'expérience, là, elle vient 3 maximum. Tu te lèves le matin. Première pensée. Non, ça va pas bien. Deuxième pensée. Ça, c'est petite pitoune, là. Troisième pensée. Là, tu vois une jeune fille qui est aussi belle que la pitoune. Elle aussi, c'est une pitoune. Fait que là, t'es rendu à 3 pis t'as même pas pris ton café encore. Le cumulatif de ça va arriver à un moment donné puis ça va te péter dans la face. Puis la lumière va travailler comme ça, à travers l'entité maîtresse. Mais généralement, ils font seulement ça si l'individu est conscient. Il peut vivre choc. Ils feront jamais ça avec quelqu'un qui est inconscient. Oh, c'est intéressant, ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a déjà pas d'esprit dans l'individu. Donc, est-ce qu'on doit se compter chanceux d'en vivre des chocs? Non. Indirectement, non. Mais un jour, on doit reconnaître la puissance de la lumière à vous inviter à leur table pour vous regarder aller. Ils sont forts en sacrement. Tu sais, amener l'homme à se regarder aller, là. Ils peuvent utiliser tout en leur... un clin d'œil, un sourire, n'importe quoi dans une journée. N'importe quoi est utilisé pour eux autres. Puis, indirectement, plus l'ego combat, plus le choc va être grand à un moment donné. Puis c'est des hosties de choc. Tu sais, indirectement. Tu peux perdre 20 000 piastres à la bourse une journée.
pour un homme qui est financier, là. Puis si 20 000 pièces passées parce qu'il est trop égoïque, ils vont y faire 100 000. Ils sont capables. Ils sont capables d'aller jusqu'à 100 000. Ils peuvent même te faire perdre ta maison. OK? Puis au niveau de la maladie, on sait tout jusqu'où ils peuvent aller. Donc, est-ce que la puissance de l'esprit se développe pareil dans ça? Oui. La puissance de sa vibration repose toujours dans le rapport de force que vous développez avec la lumière. Si vous êtes capable de toujours être en étude avec qu'est-ce qui se passe, vous êtes dans un rapport de force absolu avec la lumière. Qui veut dire que les autres ne peuvent pas, indirectement, ne pas vous expliquer votre souffrance. Ils ne peuvent pas, indirectement, ne pas vous dire qui vous êtes. Ils ne peuvent pas, indirectement, ne pas vous parler comme du monde. Mais ça, il faut que ça soit arraché. Si vous n'êtes pas capable d'arracher à la lumière ce que vous êtes, vous n'aurez jamais science de la puissance de votre vibration. Et à quel niveau vous devez combattre les forces de la lumière? C'est à tous les niveaux. Dans le sens que, aussitôt que vous avez une pensée réfléchie, vous devriez avoir le tabarnak très vite. Ah, c'est une crise de pensée conne. Puis indirectement, vous devriez savoir que ça vient des autres. Voyez-vous le rapport de force? En tabarnak. Mais le tabarnak, là, il doit être autant adressé à la pensée réfléchie qu'adressé à la lumière. Parce que c'est les autres qui jouent sur les rapports de force avec le double et l'entité maîtresse. Comprenez-vous ce que je dis? L'entité maîtresse, donc, je vous donne un portrait pour ceux qui peut-être peuvent pas saisir. Vous avez une personne. Tu sais, dans le temps, il y avait le diable, puis tu sais, les Flintstones, il y avait Fred Caillou, puis il y avait le diable d'une fourchette d'un côté, puis là, il y avait le bon Dieu de l'autre côté. Mais ça, c'est le double, c'est le bon Dieu, puis l'entité maîtresse, c'est de l'autre côté. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas un combat entre ces deux-là. C'est que lui, il vient faire son tour, l'entité maîtresse vient faire son tour près de la psyché de l'homme, elle bombarde. Ben là, lui, il se retire, puis il regarde ça pour donner toute puissance à l'ego de se manifester. Puis là, l'ego, il prend la puissance dans l'entité maîtresse, il s'astralise en tant que conscience. Par exemple, il reçoit la pensée réfléchie que elle, faut que j'y dise qu'aujourd'hui, là, ça marche pas, son affaire. Fait que là, il arrive avec ses gros sabots le lundi matin. Tu sais ce que tu m'as dit vendredi, c'était de la merde. Là, l'autre a même pas conscience de qu'est-ce qu'il a dit vendredi. C'est tout l'autre qui s'est monté un bateau. Comprenez-vous? Fait que le bateau il était grand, là, vendredi, samedi. Puis là, lundi matin, là, c'est too much. Fait que là, l'autre, il rentre dedans, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui voit ça, puis il va dire, coudonc, Jean-Louis, qu'est-ce que t'as pris ce matin? Oh, fallait que j'y dise qu'elle était une conne, puis c'est que ça qu'elle mérite. Donc, indirectement, il se voit pas partout aller. Est-ce qu'il est possible, indirectement, que l'ego soit fracassé? Si son ami ne peut pas lui faire voir parce qu'il est utilisé par la lumière, par le double. Ah, qu'est-ce que tu avais ce matin, Jean-Louis? Fait que le double de l'autre, la lumière de l'autre vient. Hey, t'as-tu un double, toi, indirectement? C'est ça que ça veut dire, tu sais. T'as-tu une lumière, toi, indirectement? Tu sais, y a-tu quelqu'un dans Baptiste qui peut répondre? Puis là, lui, tu sais, ton ami qui vient te voir, qui dit, ben, hey, Jean-Louis, qu'est-ce que t'as pris ce matin? Là, si Jean-Louis est le moindrement sensible, il va dire, tu trouves que j'ai pas été correct? Puis là, son ami, il dira pas, ben là, t'as pas été correct pantoute. Il va tout simplement dire, s'il y a de l'esprit, il va dire, t'étais fâché. Mais pourquoi t'étais fâché comme ça? Ouais, mais vendredi, puis patati, patata. Mais t'as-tu... Puis là, son ami va dire, mais t'as-tu remarqué que elle a pas connecté pantoute avec ce que t'as dit? Donc, il y a une étude qui se fait à deux. Parce que la lumière veut protéger l'homme. Vous avez des alliés, vous avez des alliances. Quand ça va pas, vous savez quelqu'un à qui appeler. C'est important de les appeler, ces gens-là. Parce que je pense que c'est la plus belle noblesse de l'homme. C'est la plus belle noblesse de l'homme. Il se permet d'appeler son ami pour avoir les yeux, pour voir. Et c'est ça, la plus grande alliance que l'homme. Il va pas. C'est sûr qu'indirectement, moi, le culte, je peux le parler, hein, tu sais, je peux les brasser, tabarnak. Mais je négligerai jamais l'étude de ma psyché avec un autre psyché.
Parce que c'est la puissance atomique de l'homme, nucléaire dans la matière, qui se manifeste. Puis dans le cul, la lumière, dans le sens que on va arracher notre capacité de construire ce monde. On ne sera pas assujetti à votre vibration indéfiniment pour que nous dire qu'est-ce qu'on doit vivre sur cette planète Terre. Donc, dans ce cas-là, la programmation karmique est complètement atténuée et c'est là que l'homme rentre dans la programmation de sa vie. Il rentre indirectement dans la puissance de sa vibration. Tout ça pour en arriver là. J'ai-tu fait le tour pas mal? Hein? Pas mal, hein? Tout ça pour en arriver là, pour dire que finalement, la puissance de sa vibration, c'est l'éthique de sa parole. Dans le sens que c'est la précision du verbe qu'il utilise pour définir qu'est-ce que lui, il entend construire dans la matière. Moi, je pourrais jamais dire à des gens de savoir la vie. Mais je peux indirectement les intéresser à savoir qui ils sont. Quand vous rencontrez quelqu'un, puis vous lui demandez qu'est-ce qu'il pense de ça, qu'est-ce qu'il pense d'une situation, sa situation doit être indirectement corrigée, si elle le doit, sur le tas, parce que vous avez déjà posé la question. Vous devez déjà savoir comment il va vous répondre. Dans le sens que vous avez déjà une mesure de qu'est-ce que lui doit vivre comme expérience au niveau de la question. Et si la réponse fait votre affaire, c'est intéressant ce que vous dites. Vous allez dire, vous allez reconnaître l'intelligence de l'autre automatiquement. Et s'il n'y a pas d'intelligence dans l'autre, vous allez formuler une autre question pour l'amener indirectement à répondre lui-même à sa vibration, à se découvrir dans sa vibration. Le questionnement, c'est la plus belle qualité des individus. On ne devrait jamais aller voir une personne, on peut dire à quelqu'un, vous êtes ci, vous êtes ça. On devrait aller voir quelqu'un, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez comme ça? Oh ben non, pas du tout. Pourquoi vous demandez ça? Ben, je sais pas. J'ai entendu dire qu'on m'a dit que vous étiez comme ça. Est-ce que c'est réel? Ben, la mesure de la réponse va dicter la vibration. Si l'individu est offusqué parce que vous autres, indépendamment si vous avez une mauvaise intention, indirectement, l'autre devrait être neutre parce que la puissance de l'esprit devrait répondre à la neutralité. Et si vous êtes neutre dans votre questionnement, l'autre devrait être neutre dans sa réponse. S'il n'est pas neutre dans sa réponse, indirectement, cela veut dire que vous venez chercher en lui la bébite ultime qui le mange à l'intérieur et qui qui se paye un snack, tu sais. Donc, indirectement, la puissance de sa vibration va déterminer comment vous allez parler aux individus. Comment vous allez approcher les gens. Comment vous allez les regarder. Comment vous allez tout simplement parler la vie. Et c'est la plus grande science, c'est la parole. Et si vous n'avez pas la parole de parler votre vie, pas de parler la vie, mais de parler votre vie, vous êtes handicapé. Parler votre vie, ça veut dire quoi pour eux autres? Regardez votre journée aujourd'hui. Avez-vous souffert? Regardez votre journée aujourd'hui. Est-ce que vous avez vécu des oppositions? Regardez votre journée aujourd'hui. Comment avez-vous vécu ces oppositions? Regardez votre journée aujourd'hui. Comment se sont placées les suites de ces oppositions-là? On peut pas être en tabarnak toute une journée. Parce que si on est en tabarnak toute une journée, on va dérégler sa vibration. Mais la puissance de sa vibration, on peut être en tabarnak. Comment longtemps qu'on peut être en tabarnak? Ça, c'est une bonne question. Ça dépend de l'événement. Ça dépend si vous sachez pourquoi vous êtes en tabarnak. Donc, si vous le savez, puis ça, des fois, ça m'est arrivé cette semaine. Mais quand je me suis assis avec les gens, parce que on vit des choses, puis on rencontre d'autres gens, puis ils sont pas nécessairement des gens conscients, qui sont pas nécessairement dans la conscience. Puis à un moment donné,
je me suis assis à la table pour dîner avec 4 autres personnes. Mais j'avais été mis en vibration parce que tu sais, les jeunes, moi je travaille avec les jeunes, pour eux autres, la marijuana, il n'y a rien là. Tu sais, la société, pourquoi que le gouvernement libéral un jour a pensé légaliser la marijuana, puis tout ça, puis etc. Puis pour eux autres, la marijuana, ça serait un bon revenu pour le gouvernement, ça serait contrôlé, puis pourquoi que le gouvernement contrôle pas ça, que c'est comme l'alcool, indirectement, puis on doit en prendre l'alcool à 18 ans, puis indirectement, il y a rien là. Fait que c'est sûr que comment veux-tu expliquer à des jeunes de 16-17 ans que la marijuana, c'est une porte ouverte sur leur psyché avec le monde de la mort? Tu dis pas ça comme ça, hein? Indirectement, ils comprendront pas ça. Donc, tu es obligé de le parler au niveau de, si vous prenez un verre de bière, un verre de vin, ça change rien dans votre vie. OK? Là, une petite fille qui crée une opposition tout de suite. « Oh non, moi, monsieur, je suis saoul avec un verre de vin. » Je dis « OK, t'es une exception parmi la règle. » Tu sais, donc, les gens trouvent toujours des exceptions, mais c'est à soi de bien les gérer. Sont nobles, parce que ça répond à une question de la salle de plein de gens qui ont cette même question-là. Donc, là, tu dis, tu fais partie de l'exception parce que, en général, les gens qui prennent un verre de vin, ça change rien dans leur vie. Une verre de bière, ça change rien dans leur vie. Mais quelqu'un qui prend un joint, ça change tout. La preuve, c'est que si on lui demanderait de s'asseoir devant une feuille, puis d'écrire un texte ou d'analyser le texte, il aurait beaucoup de difficultés à le faire. Parce que sa psyché est altérée. OK? Il pourrait le faire. Mais celui qui a pris un verre d'alcool va faire ça sans problème, parce que sa psyché n'est pas altérée. Donc, celui qui indirectement consomme la marijuana va vouloir toujours en consommer un petit peu plus, puis une forte dose, une plus forte dose, puis une plus forte dose. Puis ça devient... La question était simple. Pour moi, c'est... Est-ce que la drogue va vous rendre plus intelligent? La réponse, c'est non. OK? Donc, indirectement, si la drogue ne vous rend pas plus intelligent, est-ce qu'indirectement, il y a une évolution pour la société à travers la drogue? Est-ce qu'on va aller quelque part avec la drogue? La réponse, ils l'ont pas parce qu'ils sont trop jeunes en raison d'un manque d'expérience. Mais selon l'expérience qu'on peut leur communiquer, c'est tout simplement leur dire que possiblement que la réponse serait non. Vous allez voir quand vous allez grandir, parce que je vous dirais principalement si vous allez dans les centres de désintoxication puis vous demandez à ces gens-là qu'est-ce qu'ils pensent de l'univers de la drogue, ils vont dire que ça leur ruine leur vie. Mais le jour que les artistes vont se présenter sur les grandes scènes du monde pour dénoncer la drogue, on va avoir un grand pas de fait, mais ils ne le feront jamais, parce que les forces de noirceur sont derrière ça. OK? Donc, tout est occultifié au niveau de la drogue. Les Rolling Stones, les Beatles. Les Beatles ont changé la société parce qu'ils ont été créatifs au moment de la naissance du mouvement les Beatles. Mais aussitôt qu'ils ont commencé à prendre la drogue, ils se sont fait complètement changer dans leur capacité d'être intelligent avec la vie. Fait qu'ils se sont réfléchis, puis indirectement, ça a créé beaucoup plus de problématiques. Puis un des gars qui a reconnu indirectement que la drogue ne rend pas plus intelligent, c'est Robert Charlebois. Charlebois, au départ, il était intelligent parce que quand il est allé en France, puis les Français écoutaient pas ses chansons, il a cassé sa guitare sur la scène, il a dit tabarnak, que vous allez vous écouter. C'était pas Jean-Pierre Ferland qui allait chanter, là. T'sais, fait que lui, il en avait de la puissance. Puis indirectement, il a consommé beaucoup de drogue. À quel niveau, c'est pas important, mais à un moment donné, il s'est réalisé que ça ne le rendait pas plus intelligent. Puis bravo, parce que lui est capable de le dire. Puis il y a cette capacité-là de l'homme québécois, de la femme québécoise. C'est pour ça que le peuple québécois est grand. Faut pas voir le peuple québécois comme ceux qui se promènent dans les rues de Montréal. Ça, c'est la populace, c'est la masse. OK? Le peuple québécois, c'est qui le peuple québécois? Dans la puissance de la science de sa vibration, il va être capable de définir la vie comme jamais personne sur la terre ne l'aura fait. C'est ça le peuple québécois. Il a été le premier à sacrer. Va en Italie, ils sont encore à genoux avec le pape. Puis pourtant, tu sais, le pape, tu sais, vous savez tout, c'est quoi la religion catholique indirectement? Donc, c'est la même chose, c'est une fortification
d'une puissance égoïque pour protéger l'homme de l'occulte. Mais est-ce que la religion catholique peut faire une autocensure et de voir que ils ne pourront jamais arrêter la pédophilie à l'intérieur de l'Europe? Pourquoi? Parce que les mécanismes légaux ne sont pas assez puissants pour arrêter cette noirceur-là. Donc, indirectement, ils vont se faire prendre. Donc, pour finir la parenthèse, je parle aux jeunes de marijuana, puis des jeunes qui veulent que les gouvernements légalisent ça. Je dis, quelle est la responsabilité première du gouvernement? Et de protéger ces individus de l'ignorance, de la stupidité. Même si le gouvernement aujourd'hui est pas ce qu'il est, il est pas noble, ça c'est certain qu'il est pas noble. OK? Il y a trop de corruption dans le gouvernement, mais c'est pas la corruption qui est le problème. C'est l'incapacité des individus en tant que politiciens de voir que c'est l'ego à eux autres qui mène et non l'esprit. Une personne qui a de l'esprit, c'est Michel Courchon. Ça n'a pas pris de temps, hein, elle, le bateau là avec Patrick Roy puis son fils là, ça n'a pas pris de temps. Elle s'est adressée à la violence où beaucoup de ministres du sport et de loisirs se sont adressés puis ils n'ont jamais été capables de faire quoi que ce soit. Elle s'est emmenée avec ses sabots. Vous allez vous tasser, tabarnak. Parce que moi, je vais en mettre de l'ordre là-dedans. Puis elle était capable. Puis dans l'éducation, elle est en train de faire la même chose au niveau de la violence dans les écoles. Une grande femme. Elle a une sensibilité qui permet, mais ça, c'est encore là, c'est tout à la grandeur de Jean Charest. Il fait des belles choses. Faut reconnaître aux gens qu'est-ce qu'ils font de beau. Lui, il était premier à nommer son cabinet. Moitié femme, moitié homme. Puis, une des choses que je dis souvent à la population, ou surtout à la jeunesse, je dis le jour que le gouvernement canadien, ça va être un grand gouvernement, ça va être le jour où ça va être un grand pays, il ne sera jamais un grand pays, ça va être le jour où ils vont être capables de mettre 154 femmes, 154 hommes dans une campagne électorale. On est supposé être le meilleur pays du monde ou le plus bon pays du monde, selon Jean Chrétien? Le plus bon? Le plus meilleur pays du monde. Mais le plus meilleur pays du monde, il est au 45e rang mondial au niveau de la pourcentage des femmes dans sa population politique. Le plus meilleur pays du monde. C'est abominable. Si on est si intelligent que ça, on devrait être numéro 1. C'est pour ça que, voyez-vous, le peuple québécois, il a cette capacité-là de reconnaître la présence de la femme dans sa société. Et c'est une grande valeur, parce que, indirectement, la puissance de la vibration de l'homme dans son ego, de l'homme mâle, ne sera jamais aussi puissante si la femme, elle non plus, n'a pas accès à cette puissance-là. Et c'est pour ça que la libération de la femme est très, 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 très importante au niveau de sa psyché. C'est tout relié à son karma au niveau d'aimer. OK? Une fois qu'elle a résolu ça, c'est une grande, grande, grande femme. Elle est capable de tout. Elle est capable de voir que l'homme, automatiquement, qui ne la respecte pas, c'est un con. Ça, une fois qu'elle peut voir ça, elle est notamment sciente de sa vibration. Et lorsqu'elle est sciente de sa vibration, elle ne mâche jamais son passé sur le dos de l'homme. Tout ce qui lui est arrivé avec l'homme n'est plus important. Tout ce qui compte pour elle, c'est de regarder si ce sacrement-là qui parle est intelligent ou pas. S'il l'est pas, that's it. Elle perd pas son temps, c'est. Hein, Marie? C'est that's it. Bye bye. On va aller parler à quelqu'un d'intelligent. Puis il y en a des gars intelligents. Mais il n'y en a pas beaucoup. OK? Donc, la puissance de l'ego sera toujours de trahir l'homme mâle à la faiblesse de ses ambitions. Alors que la puissance de l'ego dans la femme, ce sera toujours de l'amener à remâcher sa vie. Pensant qu'elle est ceci ou cela. L'homme, il se réfléchit très peu par rapport à sa vie. Il la vit. OK? C'est pour ça qu'il construit. Ça tombe, il reconstruit pareil. La femme, ça tombe, elle se remet en question. Automatiquement. Elle se remet en question. Une femme qui se fait dire le matin qu'elle n'est pas belle, sa journée, elle vient d'y passer. Qui a un mauvais compliment, sa journée vient d'y passer. Un homme, on lui dit que sa cravate est pas beau. Si tu veux, crisser patience avec ma cravate.
C'est aussi simple que ça. Pourquoi que ça pense pas pareil? Parce que l'homme, il a été formaté pour la guerre. Il a été formaté pour se battre. C'est un grand artiste de la guerre. C'est pour ça qu'il a inventé toutes sortes de stratégies pour aller à la guerre. Mais quand il est sur le champ de bataille, c'est un guerrier. Il peut facilement tuer 10 hommes s'il a tué 10 hommes. Il se reposera jamais à la question. La femme, quand elle est dans un champ de bataille, elle perd toute notion de la puissance de sa sensibilité. Dans le sens que si vous êtes capable de voir le chaos qui se dessine pour une femme au Québec, elle pourra voir indirectement que la femme n'a pas de place en société québécoise. Et qui est-ce qui va lui donner? C'est lorsque l'homme va avoir fini sa guerre au niveau de sa propre personne en tant qu'égaux, qui va savoir conquérir lui-même, qui va reconnaître que la femme a droit à cette grande société. La femme ne peut pas tasser la noirceur. Indirectement, elle peut parler mieux sa vie pour s'éduquer elle-même de qu'est-ce que c'est la vie. Et c'est pour ça que toute sa psyché est bâtie sur la rencontre de l'homme, de celui qui va lui permettre d'être un éther qui peut égayer puis qui peut transformer la vie sur le champ, comme ça, dans la matière, sans nécessairement avoir à parler. Tu sais, l'homme arrive, exemple simple, l'homme arrive du travail, il est totalement brûlé, fatigué. La femme, elle va savoir comment l'approcher doucement et dans une fraction de seconde, il va avoir oublié toute sa journée de travail. Dans une fraction de seconde. Elle a cette dimension-là d'alléger ses éthers instantanément. Parce que elle a toujours su que quand elle est descendue dans la matière, la puissance de sa vibration dans l'ego se situait dans sa capacité de se renouveler en tant que femme. Qu'est-ce que ça veut dire, se renouveler en tant que femme? Ça veut dire que la beauté n'a pas de limite pour elle. Elle a les clés de la beauté, mais elle ne les utilise pas, parce que c'est l'homme qui a gardé le porte-clés. Et c'est à l'homme de remettre le porte-clés. Dans une maison, une femme qui se fait dominer, c'est parce que c'est l'homme qui tient le porte-clés. Vous pouvez appeler ça, dans les années 70, les finances. La femme était prise à élever des enfants. Puis là, le style macho, il donnait 25 piastres. Tu t'ajouteras quelque chose d'abord là. Il n'y avait pas aucun respect, hein. Donc, il n'y avait pas de... Puis tabarnak, elle prenait tout soin de la maison. La maison était botte. Tu sais, frotter. C'était pas le but, là. Frotter. Mais elle s'ennuyait parce que l'homme prenait pas soin d'elle, tabarnak. Fait que là, elle, une fois qu'elle est arrivée à la maison, elle oubliait sa vie, puis c'était la place de l'homme. Puis ce con-là, il a dominé encore. Donc, est-ce que la femme a plus souffert que l'homme? La réponse, ça serait oui. La femme a beaucoup plus souffert que l'homme. Donc, c'est pour ça que c'est la puissance de sa vibration. N'oubliez pas. Ils ont dit bien, je sais pas s'ils l'ont dit au début, mais je vais le répéter parce que peut-être qu'ils l'ont pas dit, mais que la souffrance d'un individu est exponentielle lorsque elle est conquérie, cette souffrance-là, en intelligence. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup souffert, ça se reconnaît. Mais quelqu'un qui est intelligent, ça se reconnaît aussi. Mais quelqu'un qui n'a pas souffert, ça se reconnaît aussi. L'ego est dominant. L'ego est puissant. L'ego a tous les droits. Tu sais, on donne des exemples d'hommes, Donald Trump, Conrad Black, Fabienne Larouche. C'est un des Legos, ça. Tu sais, moi, j'écoute ça, Virginie, pour voir comment qu'elle vit ça, elle, sa vie de soap opera. Fait que j'étudie ça. Tu sais, puis là, je sais qu'elle est avec un psychologue, un psychiatre, puis ça fait que tu fais un screening de ça, puis tu dis, ben ça, c'est la masse québécoise à travers Virginie. C'est une belle étude. Tu regardes ça. Tu dis, tabarnouche, c'est bon, hein? Tu te dis, ouais, c'est là qu'on est rendu en tant que masse québécoise. Virginie. C'est-tu une coche au-dessus du Canadien de Montréal? Je ne sais pas. On va prendre une pause. Oui.
C'est quelqu'un qui a une réponse à ça, ce serait bon. On va y penser. Oh, oui. Ça va prendre un gros 20 minutes pour penser à ça, là.